Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard Dessèze. Bonjour Corentin. Alors vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes l'auteur du livre Le rond de serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie. On ne le répétera jamais assez. Mais on ne le répétera jamais assez. Est-ce qu'il marche ce livre? Vous continuez à faire vos chroniques d'ailleurs Oui, chaque mois dans l'Incorrect, il y a une nouvelle. Là, le dernier, c'est est-ce que la patte droite du gecko est de droite? Patte droite du gecko, alors déjà qu'est-ce que c'est? Alors un gecko ou un gecko, j'ai jamais su comment on disait, c'est un lézard malgache entre autres. D'accord. Et là en fait, la firme japonaise Nikon organise un concours de photographie depuis plus de 40 ans qui s'appelle Small World, qui est un concours de microphotographie. Oui. Et donc le premier prix cette année a été gagné par une fourmi. Un énorme gros plan sur la patte droite d'un fœtus de gecko. D'accord. De gecko géant. D'accord. Mais c'est pas une fourmi, il y a une fourmi aussi qui a beaucoup marché. Il y a aussi une fourmi, il y a aussi la tête en très gros plan d'une fourmi, il y a la mèche charbonneuse d'une bougie en train de s'éteindre, la tête d'une asperge, la coupe du côlon, comment ça s'appelle ? Les globules blancs dans l'intestin d'un poisson zèbre. D'accord. Ah oui, c'est toujours très précis, oui. Oui, et c'est génial parce que c'est des photos qui sont absolument superbes, avec des couleurs ravissantes, des formes qui font penser de temps en temps à des tableaux contemporains. Mais ce n'est pas moi qui fais ce genre de rapprochement. C'est depuis assez longtemps que les gens ont remarqué que l'abstraction lyrique, de temps en temps, reproduisait des formes du vivant. Et il y a vraiment une joie à parcourir ces photos qui nous offrent un monde vraiment étonnant qu'on ne pouvait pas voir avant que la technologie ne soit capable de le produire. C'est comme les photos d'insectes démesurés où on voit des yeux de mouche avec juste quelques gouttes d'eau dessus. Et là, on se dit, mais voilà, il y a une espèce de richesse du vivant, d'immensité de la création. C'est vraiment un sentiment tout à fait joyeux. Et plutôt de droite alors. Et totalement de droite. Déjà, et pourquoi de droite? Parce que tous ces scientifiques, en fait, sont saisis par la beauté de ce qu'ils voient. Et plutôt que de réduire le réel au nombre avec une approche mathématique, ou plutôt que de le réduire à de purs phénomènes physico-chimiques, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir que la beauté est la splendeur du vrai. Et donc, ils sont thomistes sans le savoir. Ah bah oui. Mais je suis là pour leur expliquer qu'ils sont de droite sans le savoir. Eh bien écoutez, il faut lire. Ce sera dans le deuxième tome alors du rond de serviette est-il de droite. Vous nous parlez de bande dessinée parce que vous êtes ici pour nous parler de cette bande dessinée, Le Petit Théâtre des Opérations, le 3e tome. Alors c'est Monsieur le Chien et... Alors, Julien Hervieux. Monsieur le Chien est un dessinateur de bande dessinée qui a une petite carrière tout à fait intéressante, avec quand même presque une vingtaine d'albums aux éditions Flûte Glaciale, avec notamment Bretonnerie, qui est un album particulièrement irrévérencieux. Et enfin voilà, je ne conseille pas à tout le monde. Il y a un côté Groland, si j'ose dire, qui est bien marqué et qui est très amusant. Mais voilà, disons que ça ne donne pas dans la finesse. Et il y a depuis, donc c'est le 3e tome, aux éditions Flûte Glaciale, entre autres, donc d'autres œuvres de Monsieur le Chien. Mais ça, c'est la bande dessinée qu'il coécrit avec Julien Hervieux. Julien Hervieux. Les auditeurs le connaissent peut-être mieux sous le nom de Un odieux connard, qui est un professeur de français qui tient un blog depuis maintenant 13 ou 14 ans, qui est un blog vraiment admirable, où il mélange des critiques assassines de films à grand spectacle, où il relève l'intégralité des erreurs de logique dans le scénario, et c'est particulièrement jouissif pour ceux qui n'aiment pas le cinéma américain à grands effets spéciaux et à petit cerveau. C'est vraiment la meilleure critique qui soit. En plus, ce sont des textes qui sont longs, 20-25 000 signes, on met un quart d'heure, 20 minutes à lire la chose, mais comme c'est un massacre continu de la première à la dernière ligne, c'est assez agréable. Et Julien Hervieux, que je soupçonne de ne pas être totalement à droite, au contraire, a aussi une autre cible qui est les Social Justice Warriors, donc les guerriers de la justice sociale, qui passent leur vie à expliquer que voilà, on récupère le meurtre de Lola et qu'il est bien normal que Black Lives Matter. Et ils démontent systématiquement leur phraséologie, là aussi leur inconséquence, leur incohérence, et il le fait avec des dessins qui sont assez amusants puisqu'il prend
vieilles gravures et il rajoute des bulles dessus. Donc il y a un travail graphique de Julien Hervieux qui est vraiment intéressant et surtout voilà, il y a un travail de destruction d'une partie des fausses gloires actuelles qui est bien. Et peu à peu, au milieu de son blog, sont apparues une rubrique qui s'appelait Le Petit Théâtre des Opérations et où on se rend compte que Julien Hervieux est passionné d'histoire militaire. Et cette histoire militaire, il l'aborde non pas en nous racontant l'évolution de la stratégie russe sur le front de l'Est entre 42 et 45, mais plutôt par des faits qui sont systématiquement des faits héroïques. Et quand de Français, de Belges, de Canadiens... Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'évidemment, il y a un patriotisme incroyable qui sourd de ces pages, mais c'est pas marqué, c'est pas dit. On nous présente juste des gens qui sont tous un peu fous quand même, et ces histoires sont rigoureusement vraies. Et là, par exemple, dans le dernier album, une histoire vraiment géniale, Jean de Célis-Longchamp, donc un baron belge, qui s'engage dans la RAF, et qui est énervé parce que certains de ses amis belges ont été arrêtés par la Gestapo. Et donc, un beau matin, le 20 janvier 1943, il décide de partir d'Angleterre à l'occasion d'un raid commandé par la RAF et puis de faire un petit crochet par Bruxelles, de remonter l'avenue au bout de laquelle est installé l'immeuble de la Gestapo et de larguer toutes ces bombes et tous ces obus dans l'immeuble. Donc une histoire de fou. Et donc l'avion remonte l'avenue, l'intégralité des obus tombe pile poil sur l'immeuble, qui évidemment est totalement dévasté, et les Belges trouvent ça plutôt amusant, c'est une bonne histoire belge. Les nazis sont plutôt déçus, ils trouvent que c'est méchant de la part des Anglais. Et le baron belge revient en Angleterre où il se fait copieusement engueuler. Et puis bon, comme c'est une vraie histoire vraie, donc il mourra le 16 août 1943, donc 8 mois plus tard, aux commandes de son avion. Voilà. Et c'est une histoire belge absolument géniale que peu de gens connaissent. En tout cas, évidemment, moi je ne la connaissais pas. Et il y a juste un buste dans cette avenue à Bruxelles. Et tout est comme ça, c'est-à-dire, c'est des histoires absolument formidables. Et Monsieur Le Chien, donc le dessinateur, réussit à donner un juste équilibre entre la caricature et la véracité des images. Donc, évidemment, toute la tête des soldats allemands qui voient débarquer l'avion à toute allure est absolument croquignolette. Et la manière dont l'officier anglais s'arrache les cheveux en apprenant que son baron belge est en train de faire n'importe quoi à Bruxelles tout seul est aussi assez délicieuse. Et il y a comme ça, en permanence, des histoires qui sont ou stupéfiantes ou totalement grotesques. Il y a notamment l'histoire d'un bateau américain, le William D. Porter, où c'est un équipage de nazes, et c'est vraiment formidable. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les Américains, je conseille cette histoire. Sinon, Jules Verne, le corsaire des airs, où là, c'est un Français, un marin, qui décide de transformer un avion en bombardier et de faire des opérations sans prévenir personne. Et donc, c'est au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, ce sont les premiers à avoir bombardé Berlin. Voilà, donc, ils arrivent, ils bombardent Berlin. Ils lâchent toutes leurs bombes et ils finissent même par leur jeter leurs bottes à la figure. Il y a des images de... Il y a des images d'Hitler en train de fulminer. Est-ce que vous pouvez les montrer aux caméras? Voilà. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, nous avons des caméras dans les studios des hommes. Voilà, c'est bien entré. Il y a une vivacité dans le dessin, il y a une science de la couleur. J'adore le découpage où on réussit à être à la fois extrêmement lisible et en même temps c'est une véritable œuvre de bande dessinée. C'est-à-dire, on raconte une histoire, mais c'est une véritable histoire au sens où on n'est pas en train de nous exposer un fait historique avec un appareil lourdement pédagogique. Vous savez, un peu comme les premières plages dans Bug Danny de Charlier et Hubinon. Chaque fois, il y a un dossier d'exposition et donc il y a des hors-textes jaunes où chaque fois qu'on dit il monte dans le cockpit, il y a une petite astérix pour nous expliquer ce que c'est un cockpit, le goniomètre, alors un petit astérix pour nous expliquer ce que c'est un goniomètre, case pour nous montrer l'éclaté d'un cockpit. On est surchargé d'informations, donc là ça va à toute allure et surtout c'est drôle et c'est enthousiasmant. Ce ne sont que des exemples héroïques de gens qui ont décidé en fait de ne pas abandonner. Alors, il y a aussi des choses plus surprenantes comme l'Achieman Grung, qui est un Gurkha anglais. Ah oui, donc là, on change complètement. On change complètement, mais donc ça se passe dans la guerre du Pacifique. Et donc, le Gurkha arrive et
on lui demande de se rendre, il décide de ne pas se rendre, on lui envoie une grenade, il la renvoie, et en fait, il a à lui seul tué 200 Japonais, d'abord en leur rebalançant les grenades qui arrivaient, et ensuite, une fois qu'une grenade a malgré tout explosé, donc il perd un bras et un œil, il continue à se battre au coupe-coupe. Oui, il y a des images un petit peu... Oui, il y a des images impressionnantes, et surtout, à chaque fois, c'est authentique, chaque histoire se finit avec une planche où on nous raconte la véritable histoire, et donc j'ai vérifié de temps en temps, donc je tape sur Wikipédia, est-ce que Wikipédia dit la vérité, on ne sait pas, mais voilà, ce ne sont pas des histoires admirables sorties d'un cerveau malade, non, ce sont de vraies histoires. Je garde à mon sens le meilleur pour la fin, parce que j'ai été absolument... Alors il y a Charles Nungesser aussi, donc qui est donc l'aviateur bien connu, mais le mieux c'est Léo Major. Léo Major est un Québécois qui est un peu vénère, comme disent les jeunes aujourd'hui, et donc il tue tout le monde. Alors évidemment, il est blessé, donc il perd un œil, il continue à tuer tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison. Quand je dis il tue tout le monde, il tue plusieurs dizaines d'Allemands, récupère 50 prisonniers. Comme il est québécois, il passe sa vie à vomir les Canadiens anglophones. Et là, il finit par sauter en février 1945, le véhicule des Léo Major saute sur une mine. Donc, son dos est brisé en 3 endroits, il a des fractures. On lui dit, tu rentres chez toi. Il dit, mais pas du tout, je reste. Et donc, il reste et il décide d'attaquer seul la ville de Zwolle, donc une ville belge. Et donc, il y a des nazis, il y a 50 000 habitants, c'est défendu par des Allemands. On lui dit, il faut que vous fassiez une reconnaissance. Donc, il y va avec un de ses amis et les soldats allemands voient arriver 2 personnes suspectes. Ils tirent, ils tuent l'ami de Monsieur Major. Et l'autre devient complètement berserk, comme on dit. Et donc, il est envahi par le démon de la guerre. Et il décide, en fait, de libérer tout seul la ville de Zwolle, parce que ça l'énerve. Et effectivement, donc, le Canadien fou rentre dans la ville, tue l'intégralité des gardes, arrive dans l'immeuble de la Gestapo, le fait flamber, explose tous les... Et donc, c'est Rambo, c'est littéralement Rambo. C'est absolument génial. Et comme d'habitude, évidemment, une fois qu'il l'a fait et qu'il trouve ça très normal, tout le monde l'oublie. Et même sa femme, en fait, des années après la guerre, voit qu'il y a une invitation qui arrive de la ville de Zwolle où on lui dit ce serait sympa que vous veniez fêter les 25 ans de la libération de Zwolle. Et Pauline lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que les Belges t'invitent? Et il dit ah oui, j'ai libéré la ville, lui répond-il. Humblement. Voilà. Mais j'avais oublié, je te l'avais pas raconté parce que je pense que ça aurait été peut-être il y a beaucoup de chances que les gens aient trouvé ça un peu trop gros, et donc je voulais pas que tu penses que je galège. Il y a un côté Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Voilà. Et donc Léo Major a vraiment existé. Les gens de Zwolle le connaissent bien. Il est mort maintenant, mais tout cet album est fait comme ça d'histoires absolument incroyables, sous-tendues par un certain patriotisme, mais sans grossièreté, si je dis, dans l'expression des sentiments. C'est étonnant pour cette édition fluide, non Alors, c'est vrai que le fluide glacial est plutôt dans l'humour glacé et sophistiqué, hein. Ça a été fondé par Gottlieb, et on n'attend pas exactement ce genre d'album chez eux, mais par ailleurs, il y a ce côté dérisoire qui est bien dans le leur, il y a ce côté surprenant, la manière évidemment dont ces histoires sont racontées, c'est raconté avec beaucoup de gouaille. Il y a tout un tas de... Monsieur Le Chien ajoute un certain nombre de détails absolument parfaits à l'intérieur qui moquent un peu la période actuelle. Je trouve que Julien Hervieux, donc alias Odieux Connard, et Monsieur Le Chien ont fait là une œuvre remarquable qui a d'ailleurs un vrai succès. Donc c'est le 3e album. Oui, et le dernier. Et on espère, c'est le dernier paru, et on espère que ça va continuer pendant longtemps et qu'il y a suffisamment d'exemples d'héroïsme ignoré pour que Monsieur Le Chien les exhume. Petit théâtre des opérations chez Fluide. Alors c'est donc Monsieur Le Chien. Monsieur Le Chien, le dessinateur, et Julien Hervieux, le scénariste. Merci beaucoup Richard Desèze, et puis bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Merci Corentin, bon week-end à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.